Mesdames, Messieurs, bonsoir. Amoureux du sport, je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Ravi de vous retrouver pour notre rendez-vous sportif quotidien. Et bien sûr, avant le top départ, je vous invite, s'il vous plaît, à suivre le sommaire. Et c'est maintenant. On y va. La Grande Team propose ce soir l'actualité sportive d'ici et d'ailleurs. Et c'est dans LGT News. Les records et les chiffres fous de Messi en 2025, ça fait le buzz. Football ivoirien, que faut-il aux entraîneurs locaux pour passer un cap? On en parle au cours de l'actu. Agréable soirée sportive en compagnie de Marie-Christine Beaugré et sa team. Et bien sûr, ce soir, on parlera donc des entraîneurs avec cette question LGT. Football ivoirien, que faut-il aux entraîneurs locaux pour passer un cap? Ce sera donc le sujet de l'actu, la question LGT. Le numéro de téléphone de la 3 disponible, c'est le 27 21 59 93 99. La page Facebook de la 3 aussi disponible. Nous sommes en direct jusqu'à 22h, 90 minutes à parler football, à parler sport, surtout toute discipline sportive avec vous, amoureux du sport. Et bien sûr, je serai accompagné sur ce plateau de coach Kwadjo Georges. Il est là, il est tout près de moi. Bonsoir coach, comment vous allez? Je vais bien, toute belle. Comment vous allez vous aussi? Je vais très bien. Merci beaucoup coach Kwadjo Georges. Amen, merci. José Diati n'est pas là, mais Aimé Tchétché est là. Il était là hier, il est là aujourd'hui aussi et ça fait plaisir. Aimé Tchétché, merci. Oui, bonsoir Marie-Christine, plaisir partagé. Et Jean-Philippe est venu aussi, il est là. Bonsoir Jean-Philippe. Bonsoir Marie-Christine. Comment vous allez? Très bien. Très bien. Et amoureux du sport, vous qui nous suivez chaque soir du lundi au vendredi de 20h30 à 22h, c'est toujours un plaisir d'être avec vous. D'ailleurs, bon mois de jeûne à toute la communauté chrétienne et aussi à toute la communauté musulmane d'ici. Et d'ailleurs, vous qui nous suivez du lundi au vendredi de 20h30 à 22h. On va commencer avec la première rubrique de cette émission et c'est LGT News. On y va, c'est maintenant. LGT News. Surf pour démarrer les news. La première édition de l'Aswandé Surf Open lancée. Hier mardi 17 février 2026 a eu lieu en zone 4 la conférence de presse de lancement de la première édition de l'Aswandé Surf Open, une compétition nationale de surf. L'événement est organisé par Gliss Surf Ivoire sous l'égide de la Fédération ivoirienne de surf avec l'appui du CNO Côte d'Ivoire. La compétition se déroulera du 6 au 8 mars prochain sur la plage d'Aswandé avec 4 clubs affiliés à la fédération. Côte d'Ivoire Surf Academy, CAM Surf Club, Gliss Surf Ivoire, Surf Côte d'Ivoire. Plus de 50 surfeurs issus des plages de Sassandra à celle d'Assigny sont attendus. 4 catégories sont concernées, seniors hommes et femmes, juniors garçons et filles. Au programme également une opération de nettoyage de la plage et une soirée culturelle. Selon Dr Zorkot, promoteur de la compétition, l'objectif est de détecter de nouveaux talents et promouvoir le surf en Côte d'Ivoire. Notre compétition qui aura lieu du 6 au 8 mars 2026. L'objectif de l'événement, c'est d'avoir de bons compétiteurs qui vont représenter un jour la Côte d'Ivoire sur la scène professionnelle. Basketball, Moussa Diarra dresse son bilan le 7 mars prochain. La Fédération ivoirienne de basketball sera en assemblée générale ordinaire le 7 mars prochain. L'information a été publiée sur la page officielle Facebook de la FIBB. Ces assises seront une occasion pour le président de la dite fédération, Moussa Diarra, de présenter son bilan moral et financier au titre de l'exercice 2025. Ce sera d'ailleurs l'un des points saillants de cette AGO, avec d'autres projets d'ordre du jour, dont l'approbation du procès-verbal de l'Assemblée générale précédente, la lecture du rapport du commissaire aux comptes et l'approbation des rapports, et le quitus aux dirigeants. La Fédération ivoirienne de basketball, qui tient à organiser sa prochaine AGO conformément au délai statutaire, va transmettre les documents relatifs à cette rencontre au président de club et des centres de formation au plus tard le 21 février 2026. Les acteurs du basketball ivoirien devraient saisir cette opportunité pour avoir plus de détails sur la gestion de leurs affaires communes. Intéressons-nous à la boxe à présent. Manny Pacquiao sur le ring en avril.
Ouvrons le chapitre football. Africa Sport d'Abidjan. Maxime Guaméné succède à Toto Nobilé. Moins de 24 heures après avoir annoncé le licenciement de Toto Nobilé du banc de l'encadrement technique de l'Africa Sport d'Abidjan, maître Guillaume Zébé vient de dévoiler le nom du successeur du technicien italien. Il s'agit de l'Ivoirien Maxime Guaméné, désormais nouveau coach du club vert et rouge. Sa nomination a été actée à travers un communiqué rendu public. Fort d'une expérience tant au club qu'en équipe nationale de jeunes et d'une compétence reconnue, coach Guaméné Maxime a reçu pour objectif principal d'amener l'équipe à réaliser une deuxième partie de saison meilleure que la première. Peut-on lire dans le communiqué? Pour rappel, l'Africa Sport d'Abidjan occupe la 10e place au classement général à 5 points de retard du leader Yamoussoukro FC. C'est d'ailleurs face à ce club que Maxime Guaméné fera son baptême de feu le week-end prochain. Algérie, vers une prolongation du contrat de Petkovic. Voilà, de retour sur le plateau de la Grande Team. Allons-y donc pour le débrief des news. On commence avec Jean-Philippe, avec qui on parle basketball. Oui, on parle du basketball avec l'Assemblée générale ordinaire de la Fédération ivoirienne de basketball à venir. C'est une occasion pour le comité directeur de pouvoir dresser le bilan de toutes les activités de l'édition de la saison précédente. Bien évidemment, en espérant obtenir le quitus de l'Assemblée générale et puis également tracer les grandes lignes de la saison à venir. C'est une occasion également pour la famille du basket de se retrouver, de pouvoir aborder tous les sujets. L'année dernière, on a eu à assister à une rencontre assez intéressante, notamment sur la validation de certains aspects du sponsoring au niveau des compétitions locales. Et cette année, donc, le président va une fois de plus respecter ce rendez-vous statutaire-là face à ses mandants pour leur faire l'état de la situation au niveau du basketball. Il faut dire que pour la saison à venir, la Fédération ivoirienne de basketball essaie d'initier aujourd'hui une exposition internationale de la Côte d'Ivoire et de son basketball à travers l'organisation de compétitions d'envergure internationale. La Côte d'Ivoire pourrait donc, on parle pour l'instant conditionnel, abriter un championnat d'Afrique au niveau des équipes de jeunes cette année même ici à Abidjan. Donc l'annonce officielle devrait se faire si tout se passe bien dans les jours, les semaines à venir par la Fédération ivoirienne de basketball. Donc nous avons donc la primeur. Merci beaucoup Jean-Philippe. Merci à vous. L'exclusivité, oui. Merci pour l'exclusivité. Merci de respecter le plateau de la Grande Team. Merci. Et puis hier, on en parlait, l'Africa Sport. Toto Nobilé n'est plus l'entraîneur de l'Africa Sport. L'information a été donnée hier par Maître Zébé, le président de l'Africa Sport. Et justement, aujourd'hui, a été nommé un nouvel entraîneur et on en parle, oui, Emi Tchétché. Oui, l'Africa, pour moi, a fait le bon choix. Maxime Guaméné, c'est un enfant qui est passé par l'Africa Sport. Donc, il connaît l'esprit de la maison. C'est un entraîneur de caractère. Il a fait plusieurs clubs de Ligue 1, San Pedro, ASEC Mimosa, et beaucoup d'autres clubs. C'est un gagneur et j'espère que son expérience, l'expérience acquise de toutes ces équipes-là, va lui permettre de bien coacher l'Africa Sport. Nobilé a fait un travail colossal. Malheureusement, en 2 saisons, l'Africa n'a pas pu monter en Ligue 2. Je le félicite. Ligue 1. En Ligue 1, je le félicite pour le travail abattu. Lui aussi, c'est un grand bosseur. Je le disais hier qu'il a gagné des trophées. Il a gagné le titre de champion de Côte d'Ivoire avec l'Africa Sport. Bravo à lui. Merci pour le service rendu. Eh bien, chaque chose en son temps. Il passe le relais à son jeune frère Guaméné Maxime, qui a tout mon soutien parce que je sais que c'est un grand bosseur et on ne lui dicte pas ce que l'on veut. Quand il n'est pas content, il plie bagage et il s'en va. Donc ça aussi, les dirigeants doivent le savoir. Mais je pense qu'ils le savent déjà. Très bien. En tout cas, Maxime Guaméné, qui est le nouvel entraîneur de l'Africa Sport. Coach Kwadjo Georges. Oui, Maxime Guaméné, ce fut un très bon joueur du Sporting Club de Gagnoa. Il est passé par de grands clubs ici à la SEC, à l'AFECA aussi. Oui. C'est un garçon qui a pris ce métier d'entraîneur-là à cœur et il a fait du bon travail dans tous les clubs où il est passé. Je pense que l'Afrique a fait le bon choix de le prendre. C'est vrai qu'il y a quelqu'un qui perd son boulot et d'autres gagnent aussi. C'est la loi du foot.
Mais je dis bien que Maxime Guamene, il peut relever ce défi qui lui a été tendu. Mais ce ne sera pas facile aussi, il faut le dire, parce que quand même l'équipe n'est pas au mieux de sa forme pour qu'on puisse faire du bon travail. Mais je pense qu'il va prendre cette relève-là, il va faire du bon boulot et puis peut-être qu'il pourra monter comme ne pas monter, mais je pense qu'il va mettre son empreinte. Et Maxime Guamene, comme le disait mon frère, il a du caractère et c'est un garçon qui connaît aussi son métier. Je lui souhaite vraiment beaucoup de réussite et qu'il réussisse à remonter cette équipe de l'Africa, parce que ça fait un bout de temps quand même que l'Africa est dans les profondeurs de cette Ligue 2, mais l'Africa ne mérite pas du tout ceci. Donc je salue le président de l'Africa qui a pris une décision. Vraiment, je ne peux pas dire que c'est une bonne décision, je ne peux pas dire que c'est une mauvaise décision, mais je dis qu'il prend une décision d'homme parce que son équipe n'arrive pas à monter. Et donc, il faut changer, il faut bousculer un peu les mœurs à l'Africa et on verra bien la suite. Et il a donc changé l'entraîneur. Maxime Guamene est actuellement le nouvel entraîneur de l'Africa Sport. Jean-Philippe? Oui, il a changé cet entraîneur-là. Il faut dire que c'est une insatisfaction au niveau de la gestion du groupe, de la part de Tonton Nobile, qui a fini par pousser le président à prendre cette décision, étant donné qu'il a pris la relève du président Kouyoté Narcisse, qui avait contractualisé ce lien avec Tonton Nobile lors de la saison écoulée. Et donc, pour son début de mandat, il avait d'abord espéré observer. L'Africa a débuté la saison avec, je dirais, de très bons résultats avant ce couac face à Sirocco. L'équipe est certes 10e au classement sur 14, mais elle est à 5 points des leaders, donc à 2 rencontres. Et quand on voit que ces différents leaders l'ont coincé sur la journée précédente, on se dit que cela pourrait se reproduire. Il fallait créer cet électrochoc au niveau des joueurs de l'Africa Sport d'Abidjan qui ont été moribonds sur la première phase du championnat mené par Tonton Nobile. Mais comme l'ont si bien dit coach Kouadio Georges et Métiché, Tonton Nobile, c'est un entraîneur qui a marqué le football ivoirien dans les années antérieures, 2010 notamment. Il était, je crois, 3 fois champion de Côte d'Ivoire avec l'Africa Sport d'Abidjan. C'est un grand homme qui a le sang rouge qui coule dans ses veines et un amour, je dirais, inconditionnel pour ce club-là qui part. Mais je pense qu'il sera tout aussi heureux que les nombreux supporters de l'Africa si Maxime Guamene, qui prend sa succession, parvient à faire remonter l'équipe dans l'élite, ou du moins à terminer de manière très honorable cette saison Ligue 2. Merci beaucoup, messieurs. Amoureux du sport, vous ne bougez surtout pas. On va marquer une petite pause, juste le temps de la publicité. Dans quelques secondes seulement, on se retrouve sur ce même plateau pour la suite de notre émission. À tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau de la Grande Team. Voyons qu'est-ce qui crée le buzz sur la planète sportive et c'est dans sa buzz. On y va. Alors, à 39 ans bientôt, Lionel Messi continue d'enchaîner les bonnes performances et de faire tomber des records MLS. Suivant cette vidéo qui nous donne plus de détails et on se retrouve bien sûr après sur ce plateau pour en parler. Alors, messieurs, réaction après cet élément sur Lionel Messi et Michichi. Alors, Lionel Messi, c'est un génie. C'est un génie du football. Et chaque génération a son patron. Lui, il demeure le patron de sa génération. On a connu Pelé, le roi. On a connu Diego Armando Maradona. Et là, on a Lionel Messi. Eh bien, c'est un garçon qui nous étonne tout le temps, tous les jours. Que ce soit avec l'équipe nationale d'Argentine ou avec ses différents clubs. Là, après tout ce qu'il a réalisé avec Barcelone, il vient à Paris. On s'est dit, on va voir ce qu'il va nous montrer. L'équipe ne gagne pas, ne remporte pas le trophée, mais lui, il a le ballon d'or. Après, il va gagner la Coupe du Monde. Ouais. Et aujourd'hui, on s'est dit, écoute, Messi, il est parti se reposer, il est parti en vacances aux États-Unis. Mais non, là-bas, il crache encore du feu, il continue de faire des différences. C'est ça, un footballeur de haut niveau. Et Messi incarne ce footballeur-là. Voilà. Je pense que, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, on est tous d'accord que c'est quelqu'un qui a un talent fou. Regardez-le contrôler le ballon en pleine surface de réparation. Il peut vous dribbler, et il peut dribbler 3-4 joueurs
Voilà. Nous sommes heureux pour toi. Oui, Voilà, en tout cas, Lionel Messi a bientôt 39 ans, hein, qui a toujours une énergie débordante sur le terrain. Jean-Philippe? Oui, c'est normal, à 39 ans dans un championnat de seconde zone, pour ce qu'il a accompli. Mais c'est une réalité, il faut parler avec les faits. Le championnat américain, la Major League Soccer n'est pas reconnu comme l'un des championnats les plus exigeants au monde, ni au niveau tactique, ni au niveau physique. Et il a 39 ans, il a eu une année d'adaptation durant laquelle, sans avoir réussi même à se qualifier pour les playoffs, il a terminé de manière miraculeuse comme le meilleur joueur de la saison. Bon, on le sait, aux États-Unis, le marketing joue énormément. On sait qu'il est allé d'abord pour promouvoir une discipline sportive qui essaie de se faire de la place dans le cœur des Américains. On sait qu'elle est très prisée par les communautés latines, surtout qui vivent aux États-Unis. Il a choisi Miami. Pour ceux qui connaissent bien un peu la géographie américaine, ils savent que c'est une ville qui a un clivage très latin. Et donc, la première année, c'était une année d'adaptation. Il a eu quelques difficultés avec son équipe. Il y a eu des renforts qui sont arrivés. Tata Martin, son coach, avec Luis Suarez, il a fait revenir un peu, comme on le dit aux États-Unis, son crew, ses amis. Et cette année, je dois dire qu'ils ont réalisé quelque chose d'extraordinaire, d'exceptionnel dans ce championnat-là. Ils ont fait montre de leur qualité. On est en année de Coupe du Monde. Pour la plupart d'entre eux, ce sera la dernière compétition aux États-Unis. Ils vont essayer de donner le meilleur d'eux-mêmes pour dire au revoir au football, parce que ce sont des garçons qui ont marqué le football, ça il faut le dire, de manière indélébile. Et donc, ça fait toujours plaisir de savoir qu'ils vont arriver à cette compétition-là avec un état de forme assez plaisant pour continuer à nous apporter au moins ce dernier bonheur-là. Avec Cristiano qui sûrement pendant ce mondial va accroître également son nombre de buts pour essayer d'atteindre les 1000 buts. Et justement, Jean-Philippe, est-ce que vous pensez que la rivalité entre Cristiano et Messi se poursuit toujours, hein, déjà un en MLS et l'autre en Arabie Saoudite? Mais écoutez, je pense que, comme le dit l'adage, on ne peut pas avoir été et puis espérer être. Et je pense qu'ils ont été des joueurs extraordinaires. Parce que, qu'on le veut ou non, la force du football, là où on s'affirme comme étant le meilleur parmi les meilleurs, c'est en Europe. C'est cette zone géographique qui polarise le football. Toujours un plaisir de revoir ces actions de Lionel Messi. Allez, on va passer au stats du jour. C'est maintenant. Et nous commençons avec 11 des 16 clubs qualifiés pour les quarts de finale de la Ligue des champions CAF et de la Coupe de la Confédération cette saison sont de la zone nord. Soit 4 Égyptiens, 4 Marocains, 2 Algériens et 1 Tunisien. 8. Avec 8 réalisations, Yann Diomandé est actuellement le 2e meilleur buteur africain de la Bundesliga, derrière le Guinéen Serhou Guirassy. Et le 4e meilleur buteur africain des 5 grands championnats européens, après le Ghanéen Antoine Semenyo, 13 buts, Guirassy, 11, et le Camerounais Brian Mbeumo, 9. 19. Transféré d'Al-Ittihad à Al-Hilal lors du mercato hivernal, Karim Benzema a inscrit 19 buts en 23 matchs depuis le début de la saison. 11 en Saudi Pro League, 4 en AFC Champions League et 4 en Coupe du Roi. Alors, messieurs, qu'est-ce qui explique cette domination écrasante des clubs du Nord dans les compétitions continentales? Michichi. Alors, cette domination écrasante Oui. des équipes du Nord repose pour moi essentiellement sur un développement structurel et financier. Tenez, au Nord là-bas, d'abord, il y a la manne financière. Les équipes sont financièrement nanties. Parce que c'est un modèle que les gens ont adopté avec des sociétés qui sponsorisent les équipes, le championnat, et ça leur fait gagner beaucoup d'argent. Ce qui est différent de ce qui se passe ici en Afrique de l'Ouest. Deuxièmement, il y a les infrastructures de haut niveau. Avec ces infrastructures de haut niveau, les centres d'entraînement,
les stades de football, les centres de formation, tout ça. Résultat aussi, quelque peu au rabais. C'est ça. Donc, si les gens font comme en Afrique du Nord, où les gouvernements eux-mêmes, il y a une politique qui permet à ces équipes-là d'avoir des sponsors, d'avoir de très grands entraîneurs, d'avoir de l'argent pour payer des joueurs. Il y a des joueurs du Maghreb qui n'ont rien à envier avec un joueur qui joue en professionnel en Europe, ou bien en Arabie Saoudite, ou bien en Amérique du Nord, ou bien même du Sud. Donc, à partir de là, il y a un regain mental qui permet aux joueurs de faire son travail correctement et il sait qu'il peut vivre de cela toute sa vie. Voilà. Or, ici, on joue pour aller vers ces pays. C'est la différence. C'est amateur et vraiment, réellement amateur, pire même qu'amateur, et les autres, ils sont professionnels. Ils donnent aux joueurs ce qu'ils peuvent percevoir. Et ce n'est pas qu'on te paie aujourd'hui, après-demain, il faut attendre 4 mois, 3 mois. Des fois, ça arrive par moment, mais ce n'est pas tout le temps. Ils sont régulièrement payés. OK. Puis on a Yann Diomandé. Jean-Philippe Yann Diomandé, n'oublions pas que sa valeur marchande est évaluée à 100 millions d'euros actuellement, soit 65 milliards d'euros. Pour un garçon de moins de 20 ans, je dirais que c'est très impressionnant. On sait qu'il y a une polémique autour de lui. Polémique née du fait que l'une des plus grandes agences de management de carrière se soit penchée sur son cas pour essayer de lui faire passer un cap. Parce qu'on l'annonce tant du côté du Bayern Munich, qui est l'ogre du football allemand, que de l'équipe de Liverpool, qui est un gros morceau du côté de l'Angleterre. C'est une évidence, c'est qu'à l'issue de cette saison, s'il confirme avec un très bon mondial, ce qu'on lui souhaite, du fait qu'il soit épargné des blessures, s'il confirme avec un très grand mondial, il y a de fortes chances qu'il soit l'une des vedettes du prochain marché estival qui va s'ouvrir d'ici la fin du mois de juin. Maintenant, en Allemagne, qu'est-ce qu'on peut lui souhaiter, si ce n'est de poursuivre sur sa progression et puis de terminer la saison, comme on le dit souvent au basket, avec un double-double, c'est-à-dire inscrire plus de 10 buts et faire plus de 10 passes décisives pour améliorer ses statistiques et voir ce que cela va donner. Nous, en tant qu'Ivoiriens, on est juste fiers et heureux de la progression du garçon. Tu es heureux de la progression de Yann Diomandé, Métchéché? Ben écoutez, c'est la coqueluche du moment. C'est un garçon pétri de talent, mais à mon avis, c'est vrai, il fait des performances extraordinaires en ce moment. Mais il devrait varier son jeu. Il devrait varier son jeu. Parce que quand les gens vont commencer, les adversaires vont commencer à l'étudier, le passer au peigne fin, il faudra qu'il montre autre chose. Je pense qu'il est suffisamment bien encadré pour pouvoir développer certaines astuces. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne, c'est l'équipe nationale de Côte d'Ivoire qui gagne. Voilà. Tant qu'il est performant, eh ben, bravo. Bravo. Oui, Yann Diomandé, coach Georges. Oui, Yann Diomandé, il surprend plus d'un. C'est un garçon quand même à 19 ans. Quand vous avez ces stats et puis tout le monde parle de vous, après même ce sont des agents qui se mangent entre eux. Pour toi, je pense que déjà c'est un garçon qui fait plaisir, qui apporte à toute la Côte d'Ivoire, au monde entier. Et donc qu'il performe comme ça, et avec 65 milliards, c'est possible qu'il ait vraiment de vrais coachs autour de lui, individuels, même au niveau de la nourriture, au niveau de l'hygiène, au niveau du travail individuel, du travail qu'il faut pour qu'il s'améliore, il aura des gens pour l'encadrer. Donc je pense que Yann Diomandé, il est bien parti et qu'il ne s'attrape pas à la grosse tête, qu'il continue ce qu'il est en train de faire. Vraiment, il va faire plaisir au football mondial. Et à 38 ans, on a Karim Benzema. Est-ce qu'on peut dire qu'il a retrouvé une seconde jeunesse, Jean-Philippe? Un peu. Jeunesse qu'il n'a pas perdu du tout. Je dois dire que son club vivait un essoufflement a été la formation de Al Hilal. Très bien. L'actu, c'est maintenant. On y va.
Amoureux du sport, vous suivez votre émission à la Grande Team. Nous sommes en direct sur la 3 jusqu'à 22h. Et maintenant, on ouvre le téléphone pour permettre de participer à l'émission comme on le fait chaque soir, du lundi au vendredi, de 20h30 à 22h. Le téléphone est donc ouvert. Le numéro de téléphone de la 3, c'est le 27 21 59 93 99. Ou bien vous avez aussi la page Facebook de la 3, la question LGT pour ce soir. Football ivoirien. Que faut-il aux entraîneurs locaux pour passer un cap? Le niveau des entraîneurs ivoiriens fait débat. La Fédération ivoirienne de football a lancé récemment de nombreuses sessions de formation pour les licences A, B et C CAF. Qu'est-ce qui explique ce vaste mouvement de mise à niveau? Que faut-il aux techniciens locaux pour passer un cap? On en parle donc sur ce plateau. Mais avant d'entamer notre discussion, nous voudrons préciser que pour cette émission, nous avons approché la direction technique nationale et elle a formellement démenti les propos prêtés récemment au DTN, Lounis Atab, dans les médias. Cependant, elle n'a pas accédé à notre demande de se prononcer à notre micro sur le niveau de la formation des entraîneurs locaux. Voilà. Allez, la question LGT est donc posée sur ce plateau. Football ivoirien, que faut-il aux entraîneurs locaux pour passer un cap? N'oubliez pas, vous avez le téléphone de la 3. Vous avez aussi la page Facebook de la 3. Coach Kwadjo Georges, on vous écoute. Moi, je pense que ce qu'il faut aux entraîneurs locaux, c'est de toujours continuer la formation au niveau de la direction technique nationale, de la FIF, de pouvoir, la formation des formateurs, il faut toujours multiplier. Ça fait près de 10 ans qu'il n'y a pas eu cette formation CAF, la licence CAF. Donc, si maintenant on réussit à ramener cette formation, il faut multiplier autant de formations CAF, CAF B, CAF C, CAF A, permettre aux Ivoiriens de pouvoir avoir l'instruction qu'il faut d'abord. Et aussi aux joueurs eux-mêmes, aux entraîneurs eux-mêmes, de faire le travail individuel qu'un entraîneur peut faire, parce qu'il y a des cabinets, cabinets privés qui donnent aussi des formations. Il faut aller vers là-bas. Il y a la formation qui est formelle, qui est la direction technique, et il y a la formation qui est informelle, qui est les cabinets privés. Donc, pour moi, il y a des cabinets privés, il y a des cabinets, il y a la direction technique, il y a l'entraîneur lui-même qui doit aller chercher la formation partout où elle se trouve, aller dans des clubs, aller apprendre à voir comment les clubs, les entraîneurs travaillent dans des clubs. Nous avions été avec Troussier, nous sommes allés un peu partout en Europe, nous avons été à Nice, on a été à Nantes, aller voir comment les gens travaillent pour pouvoir s'imprégner un peu de certaines réalités et pour changer nos méthodes qui peuvent être désuètes. Donc, il est important que aussi, il faut que la fédération voit aussi avec tout ce qu'il y a pour au moins la rémunération des entraîneurs. Il est important, quand quelqu'un a fait des efforts et qu'il a choisi un métier pour toute sa vie, il faut quand même qu'il soit rémunéré sur le plan salarial et puis sur le plan social. Il faut qu'il ait quand même un statut pour qu'il sache où il est et qu'il puisse demain, parce que c'est un métier à haut risque. Oui. Vous pouvez faire deux matchs et puis on vous vire. Bon, vous faites comment? Vous attendez. Donc, c'est un métier à haut risque et puis à grand défi. Donc, il faut permettre à ces entraîneurs-là de pouvoir être heureux quand ils font leur travail et de pouvoir gagner comme il le faut. Et multiplier la formation. C'est important. Donc, je remercie la fédération quand même qui a pu ouvrir un pan pour que les entraîneurs ivoiriens s'instruisent. Il faut continuer encore parce qu'il y en a beaucoup. Et puis, il faut amener certains à l'étranger, aller voir comment les autres travaillent ailleurs. Et ça va permettre aussi à ces entraîneurs-là d'atteindre un certain niveau. Et puis, pourquoi pas, à l'international, aller donner des cours ailleurs ou bien même entraîner dans différents clubs à l'étranger. Nous, on a été
en Afrique du Sud, on a Oui, été pour au terminer. Mali. On ne va pas chuter maintenant, mais on chute. Merci. Oui, parce que sinon, je sais que vous serez parti jusqu'à demain matin parce que c'est vraiment votre domaine, coach Merci. Kouadio Georges. On le sait Merci. très bien. En tout cas, football ivoirien, que faut-il aux entraîneurs locaux pour passer un cap après coach Kouadio Georges qui s'est exprimé. On va écouter M. Tchétché. Que faut-il aux entraîneurs locaux pour passer un cap? Écoutez, qu'est-ce qu'on peut dire après ce que Georges a dit? Franchement. Mais je pense qu'il faut, première des choses, un terrain d'entraînement à chaque club. Un terrain d'entraînement à chaque club. Je le répète toujours, la règle numéro 1 au football, c'est le terrain de jeu. Sur les 16 clubs ou 30 clubs que nous avons en Côte d'Ivoire, Une seconde, M. Tchétché, juste l'appelant, s'il vous plaît. Monsieur Kofi Mathieu nous appelle de Mbato. Bonsoir, Monsieur Kofi Mathieu. Oui, bonsoir à la toute puissante Marie-Christine Degré. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Merci beaucoup et je salue tout le monde sur le plateau. Voilà. Et on vous Bonsoir. écoute, Monsieur Kofi Mathieu. Que faut-il aux entraîneurs locaux pour passer un cap? Bon, il faut que eux-mêmes leur formation soit de plus en plus accentuée par des experts. Parce qu'un aveugle ne peut pas conduire son ami aveugle. Il faut absolument que ceux qui viennent former nos entraîneurs ici soient des entraîneurs chevronnés et qui peuvent leur permettre d'atteindre un niveau qu'ils n'ont pas. Et puis pour eux-mêmes, les entraîneurs, il faut que par moment, ils fassent des missions sur eux-mêmes leur propre compte pour voir ce qu'ils n'ont pas encore vu. Parce qu'il y a l'école locale. Mais quand tu vas arriver, par exemple, en Afrique du Sud ou bien en Égypte, tu vas voir que là-bas, il y a une autre façon de faire. Tout ça, là, ça va enrichir leurs connaissances et puis ça va leur permettre des principes. Sinon, localement, depuis un moment, du travail en train d'être fait, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant parce que c'est pourquoi vous voyez que nos entraîneurs sont un peu rares dans les championnats étrangers. C'est-à-dire que nos entraîneurs ne sont pas entraîneurs de beaucoup de clubs étrangers. Alors que nous, ici, on va, tantôt c'est un Burkinabé qui est entraîneur d'un club ivoirien, tantôt c'est un Malien, ainsi de suite. Non, il faut que nos entraîneurs même prennent les terreaux par le corne pour que leur niveau devienne plus important pour le bonheur du football ivoirien. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Kofi Mathieu. Merci bien et bonne suite d'émission. Je salue Côte Kouadio Georges. Voilà, le message est passé. Merci beaucoup, Monsieur Kofi Mathieu, qui nous appelait donc de Mbato. Que faut-il aux entraîneurs locaux pour passer un cap? M. Tchétché, je vous laisse poursuivre. oui, alors, un terrain d'entraînement Oui. pour chaque club. C'est possible. Un terrain d'entraînement pour chaque club. Je vois des équipes qui squattent des stades d'entraînement. Bon, mais ça roule quand même. Deuxièmement, les contrats des entraîneurs. Il faut qu'ils soient payés décemment, les entraîneurs. Un entraîneur qui a des soucis, qui monte dans le même bac que ses joueurs, quel respect vous attendez de lui? Un contrat décent lui permet, j'entends les gens parler de formation à l'extérieur, mais c'est de l'argent. C'est de l'argent pour voyager. C'est de l'argent pour aujourd'hui assurer une formation à travers Internet. C'est de l'argent qu'il faut payer. Ouais. Deuxièmement. Troisièmement, les contrats des joueurs. Je l'ai dit, je le répète encore aujourd'hui. Il faut que les joueurs soient décemment payés pour faciliter le travail de l'entraîneur. Quatrièmement, il faut que ces équipes-là soient dotées des structures data. Le football a évolué. Hein. Quand tu dois aligner un joueur, il faut se baser sur sa performance à l'entraînement. Ça, les Blancs ont fini avec ça. Ils savent, sur les 30 joueurs qu'ils ont, qui est en forme, qui n'est pas en forme. Il n'y a pas combine dedans. Mais c'est comme ça. Ils ont les méthodes pour savoir qui triche, qui ne triche pas.
Donc, il y a les datas. Combien d'équipes ont aujourd'hui comment on les appelle, ceux qui lisent les vidéos, les analystes vidéo. Combien d'équipes en a? Il n'y en a pas, pratiquement. Et puis, cinquièmement, il y a la formation que initie la direction technique nationale. Moi-même, je fais partie de la promotion 2016 pour la licence CECAF. Il y a de très bons formateurs là-bas au centre, à la direction technique nationale. Alain Guamene, Koné Kiegbe, Clémentine Touré et tous les autres. Ce sont de très bons formateurs. Mais les conditions, quand tu finis la formation, ne sont pas réunies derrière. C'est ça. Sinon, les entraîneurs locaux n'ont pas toujours été nuls. Yéo Martial, au niveau des équipes nationales, a remporté la Coupe d'Afrique, la CAN. Il a remporté des titres avec l'Africa Sport. Zare Mamadou, paix à son âme, a joué une demi-finale de Ligue des Champions avec la SEC Mimosa. Faye Emers a gagné la Coupe d'Afrique des Nations avec les éléphants. Donc, ce n'est pas qu'ils sont mauvais. Zahui François qui a joué une finale. Voilà. Ce sont des Ivoiriens. Ce sont des entraîneurs, sélectionneurs locaux. Au niveau des clubs, ben, il y en a à l'appel. C'est ça. Donc, mettez-les dans de bonnes conditions. Mettez-les dans de bonnes conditions. Mais je suis content que votre élément ait pu dire que ce qu'on a prêté au directeur technique national n'était qu'une rumeur. Je ne parlerai plus. Mais donc il faut continuer la formation. Il faut permettre à ces joueurs, à ces entraîneurs-là de se frotter aux autres. Le football évolue. Très bien. Très bien, merci beaucoup, Michichi. Nous avons un appelant, M. Koloko Germain. Il nous appelle de Yopougon. Bonsoir, M. Koloko Germain. Bonsoir, Maman Christine. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Bonsoir, toute la team. D'accord, ce qu'il faut, moi je pense qu'un entraîneur local lui-même qui vient en VTT, alors que les autres viennent dans les voitures climatisées, ça ne peut pas marcher. Et puis quand tu dis les locaux, c'est des entraîneurs même qui doivent manger beaucoup de locaux pour avoir une connaissance. Bon, eux, ils ne mangent pas locaux. Ils veulent franchir le cap. Ce n'est pas possible. Ils doivent se prendre eux-mêmes au sérieux d'abord. Et puis on avance quoi, maman. D'accord. Je peux vous ajouter. Salut papa qui t'est aimé. Bonsoir. Salut papa Georges et puis tous les autres. Oui, d'accord. Koloko Germain, monsieur Koloko Germain, un carton jaune. Il y a un carton jaune? Oui, vous avez un carton jaune. Allez-y, mangez beaucoup d'aloko. Je supporte la fête, donc c'est normal. Merci beaucoup, M. Koloko Germain, pour votre participation à l'émission. Merci beaucoup. Football ivoirien, que faut-il aux entraîneurs locaux pour passer un cap? Oui, Jean-Philippe, on vous écoute. Il faut aller au pragmatisme et sortir des grands dogmes. On parle de formation des formateurs. Le premier élément qui a joué sur, je dirais, la réputation et la qualité de nos entraîneurs, ce sont les réformes CAF qui n'ont pas été suivies d'effet sur le plan local. Depuis plusieurs saisons, la CAF a institutionnalisé le fait d'obtenir une licence ACAF pour pouvoir officier sur les bancs de touche de les grandes compétitions continentales. La Côte d'Ivoire n'organisait plus cette certification, cette licence CAF A, ce qui a eu pour incidence donc de voir des entraîneurs locaux ivoiriens ne plus se retrouver sur plusieurs bancs de touche, même à l'étranger. Avant cette réforme de la Confédération africaine de football, les entraîneurs ivoiriens s'exportaient très bien. On les voit à la tête du club au Bénin, au Mali, dans beaucoup d'autres pays de la sous-région. Et le fait qu'il y ait eu cette instabilité à la Fédération ivoirienne de football, cela a eu pour incidence un arrêt du développement de ce point de formation concernant les entraîneurs locaux. Donc on a eu pendant une dizaine d'années des entraîneurs qui n'ont pas eu à mettre à jour leurs connaissances et donc qui ont désappris. Ça, c'est le premier volet qu'il fallait essayer de mettre en place par rapport à ce qui se passait auparavant. Quand on sait que le dernier entraîneur ivoirien à avoir joué une compétition continentale, véritable entraîneur local, parce que j'ai entendu tout à l'heure parler du Faye, des Zahui, qui eux ont fait leur formation en Occident,
C'est notre ami qui officie ici très souvent, Rigo Gervais, qui était en finale de la Coupe de la Confédération avec le COE Sport de San Pedro. Ouais. Depuis 2014, aucun autre entraîneur n'a réalisé cette performance. Donc, il y a un gros questionnement à se faire sur ce volet de la formation de ces entraîneurs. Aimé Tchétché a parlé également des conditions de travail, mais c'est un élément qui est très important. Quand ils sortent de ces formations, dans quel environnement ils se retrouvent? Est-ce que l'environnement leur permet donc de donner la pleine mesure de leurs capacités? Je dirais non. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour aider ces entraîneurs-là à se bonifier, à mieux se vendre? Mais la Fédération ivoirienne de football aujourd'hui est l'une des mieux organisées, même en temps de crise dans la sous-région. Qu'est-ce qui empêche la Fédération, avec la direction technique nationale, d'initier des partenariats avec des grands clubs étrangers, africains comme occidentaux, pour qu'ils puissent permettre aux meilleurs entraîneurs issus de leur formation de pouvoir aller en immersion dans ces clubs-là pour voir ce qui se passe de mieux au niveau professionnel. Parce qu'on finissait de faire une formation ici à la DTN, à part la SEC Mimosa peut-être qui donne des infrastructures de qualité avec le FC San Pedro, vous allez vous retrouver dans un champ de patates où, même pour trouver les cônes pour travailler, vous n'en avez pas. C'est comme ça va appris ça, nous, c'est à rien. Tout à l'heure, j'ai dit que c'est Rigo Gervais qui était le dernier entraîneur. Il va avoir joué une finale de coupe africaine. Je me suis trompé. Le dernier, c'est Troy Gigi avec l'équipe féminine de la SEC Mimosa l'année dernière. Mais entre Rigo Gervais et lui, vous voyez un peu le gap qu'il y a eu. Donc, c'est pour dire simplement que c'est tout un environnement qu'il faut assainir. Au Sénégal, aujourd'hui, ils arrivent à placer beaucoup d'entraîneurs à l'étranger parce que cette formation-là, c'est faite de manière discontinue. Et ces entraîneurs, quand ils revenaient dans leur club, qui avait des partenaires avec des clubs étrangers, ils partaient en immersion là-bas, ils revenaient avec leurs connaissances et ils formaient leurs jeunes joueurs. Et aujourd'hui, on voit ce que cela donne. Donc, il faut que la Côte d'Ivoire ne se renferme plus. Moi, je veux que la fédération profite de certains avantages que le pays a. Par exemple, le Pic de Marseille avec Sublime Côte d'Ivoire. Pourquoi ne pas envoyer des entraîneurs? Allez voir le Paris Saint-Germain. Pourquoi ne pas envoyer des entraîneurs? On va recevoir ici très bientôt un match international des féminines françaises entre Lyon et le PSG. Pourquoi ne pas en profiter, voir avec la Fédération française comment on pourrait envoyer chaque année 15 ou 20 entraîneurs dans différents clubs. Mais vous allez voir qu'à la longue, dans 5-6 ans, au niveau du championnat de Côte d'Ivoire, il y aura vraiment un changement sur l'approche tactique, radicalement sur l'approche tactique de nos équipes. Et nos équipes vont être bien meilleures en compétition continentale. Donc, c'est un élément d'ensemble qu'il faut faire. Moi, je pense qu'aujourd'hui, nos clubs en Côte d'Ivoire, bon, je vais enlever certains, il ne faudrait pas que les mieux structurés se sentent concernés, mais en grande majorité, ne le sont pas. C'est le président qui décide. Il est à la fois président, il est trésorier, il est tout en même temps dans le club. Ça ne peut pas marcher. Au niveau de la tête médiane, l'organisation n'existe pas. Donc, on ne va pas demander au plan sportif d'exister. Donc, pour résumer, il y a beaucoup de choses à changer pour permettre à nos entraîneurs de passer le cap, comme le dit la question. Mais on est unanime qu'au niveau de la formation, il faut en faire plus. Et puis, également, au niveau de la post-formation, il faut trouver des débouchés à ces entraîneurs-là pour qu'ils puissent véritablement consolider les acquis qu'ils auront eus durant les formations. Très bien. Que faut-il donc aux entraîneurs locaux pour passer un cap? Monsieur Zongaston, Laoui nous appelle de Biétry, il est en ligne. Bonsoir, Monsieur Zongaston. Bonsoir, Marie-Christine Degré. Sois saluée encore 3 fois. Bonsoir. Merci beaucoup. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team et on vous écoute. Que faut-il aux entraîneurs locaux pour passer un cap? Ok. Je salue d'abord mon ancien entraîneur ACCI, André Kouadio Georges, qui est là. Et je salue, en tout cas, mes 2 frères de l'Africa Sport. Mais ne me donnez pas carton jaune, maman, pardon. D'accord. Allez-y. Ok. Mais madame, moi je pense, les entraîneurs, c'est vrai, les gens l'ont dit, mais dès que, quand les entraîneurs se réunissent, je me demande, ils n'ont qu'à penser quand même à la loi. Je pense que vous, on fait des associations là. La loi 6315, je me rappelle très bien, du 21 septembre 1960. Ils font une plateforme d'association pour dire que quand quelque chose ne va pas là, et ils se réunissent, on dit, bon, voilà, qui est le président, donc voilà, je sais que ça existe. Et de deux, si moi je suis arbitre, je suis en train, si j'ai un ami qui n'est pas arbitre là, ce jour-là, il vient et puis il visionne ce que j'ai fait. Et puis arrivé à la maison là, moi j'essaie de revoir. Seul Dieu ne commet pas les fautes et les erreurs. Et donc au fur et à mesure, j'essaie que je peux voir tout ça là. Et de 2 et de 3 maintenant, je pense que ils l'ont dit même aussi parce que c'est ce que j'ai dit, parce que quand même un entraîneur qui a la famille,
tout et tout, c'est du travail quand même, puisque ta première femme, c'est ton travail. Et donc, ce qu'on doit te donner là, il faut que, un, tu arrives à payer ta maison, deux, à satisfaire la famille, tout et tout. Et puis après, aussi, il faut que tu t'entraînes la formation, tout et tout, pour qu'on dise, c'est comme ça, c'est comme ça. Alors, quand la CAN commence, on ne voit pas souvent, bon, tu vois, c'est ça aussi. Hein? Donc, nous avons quand même des entraîneurs très, très, très typiques. Moi, je pense que ces entraîneurs-là, en tout cas, les gens doivent vraiment visionner tout et tout. Et vraiment, un entraîneur, par exemple, je le dis pour terminer, regardez, par exemple, quand on dit corner, deuxième poteau, là, il y a toujours personne, je ne sais pas. Tout le monde prend premier poteau, c'est pourquoi? Hein? Allez au deuxième poteau, donc derrière, on ne sait jamais. Là-bas. Et puis, vous faites des passes derrière. Mais tu es entraîné, il faut voir aussi derrière, souvent là, plomber. Je vous remercie, c'est un garçon là, oui. Maman, je vous salue, hein, parce que vous êtes bien habillé encore. Merci, maman. Merci beaucoup, Monsieur Jean-Gaston, là oui, qui nous appelait donc de Biétry. La question LGT donc de ce soir, que faut-il aux entraîneurs locaux pour passer un cap? Il parlait du salaire, hein, coach Kwadjo Georges. Le salaire aussi, hein, on peut dire que c'est un frein à l'épanouissement. C'est un frein à l'épanouissement. Si vous avez faim, comment est-ce que niveau des salaires. Si les salaires ne sont pas conséquents, vous ne pouvez pas faire un travail efficient. Ça va de soi. Et puis, c'est pas seulement le salaire, c'est aussi le social même de l'individu. Des fois, ils ont des enfants qui sont malades, ils n'arrivent même pas à les soigner. Ils arrivent à la maison, comme quelqu'un l'a dit, vous empruntez le même taxi brousse ensemble pour aller à l'entraînement. C'est pas normal. Il faudrait que l'entraîneur soit libéré. L'entraîneur soit libéré pour faire son travail, pour pouvoir apporter réellement. Et c'est un chercheur, je dis bien, l'entraîneur c'est un chercheur. Il peut, pour une séance de peut-être 1h30, il peut passer peut-être 4 ou 5 heures de temps à chercher qu'est-ce qu'il doit faire, qu'est-ce qu'il doit mettre par là, avec quel joueur je peux faire ceci. Il réfléchit comme un professeur, comme un enseignant et tout. Donc c'est un travail harassant. Et chaque fois que vous avez fini un match, c'est comme si vous devez recommencer encore à zéro parce que il y a un autre défi qui vous attend. Donc, c'est aussi, il faut dire aussi, il faut parler des dirigeants. Il faut que ce soit des dirigeants aussi professionnels. Parce que le fait, il y a des dirigeants qui sont restés au même stade qu'en 1960. Donc, quand quelqu'un me dit ici qu'il y a des présidents qui font tout, ils sont peut-être intendants, ils font tout, c'est eux qui font ceci, cela, ça peut être vrai. Ça peut être vrai. Mais un entraîneur arrache son pouvoir. C'est vrai, vous avez des gens qui vont vous confiner le pouvoir, mais il faut que vous ayez arracher le pouvoir. Et aujourd'hui, un entraîneur, je vous en prie, ça c'est très important, un entraîneur doit être un entraîneur multidimensionnel. C'est un entraîneur qui est à la tête d'une petite société qui dirige l'équipe. Tu as le préparateur physique, tu as les médecins, tu as l'analyste vidéo, tu as le préparateur même mental, le physio. Vous avez une petite équipe que vous managez pour que vous soyez performant. Vous seul, vous ne pouvez pas tout faire. Donc aujourd'hui, on a besoin d'un entraîneur, manager autour d'une équipe pour tout organiser afin qu'on ait des résultats efficients. Merci, coach Kwadjo Georges. Ne vous inquiétez pas, mais 45 minutes, 1h30, vous ne pourrez pas tout vous étaler sur ce sujet. Donc, merci. Donc voilà. Donnons la parole au public. Nous avons un appelant. Il s'agit de M. Ouattara. Il nous appelle de Bondoukou. M. Ouattara, bonsoir. Bonsoir, madame. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team, M. Ouattara. Merci beaucoup. On vous écoute. Que faut-il aux entraîneurs locaux pour passer le cap? Bon, d'abord, je salue le plateau. Bonsoir. 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 Je salue Galégo et puis le grand frère Dinosaure. Bonsoir. On vous écoute sur la question LGT. Bon, je crois que la fédération doit vraiment initier des formations pour aider vraiment les entraîneurs locaux. Sinon, en Côte d'Ivoire, nous avons de très bons entraîneurs. La preuve en est que quand ils sortent du pays, qu'ils vont ailleurs, dans les pays voisins, on voit les performances. Je prends par exemple le cas de Boudo Mori qui est au Djoliba de Bamako, le Amani Yao Lamé César qui est à Ascor de Togo, Mongei François qui est en Tando de Lomé. Tout ça, c'est de bons entraîneurs.
Donc, c'est la formation qu'il faut. Il faut vraiment former nos entraîneurs. Les formateurs aussi doivent être formés. Tout ça, là, c'est la fédération qui doit vraiment les aider. La fédération doit les aider. En plus, nos entraîneurs aussi doivent se faire respecter. Parce que l'entraîneur, c'est un métier vraiment, c'est-à-dire tu vas faire un match, tu vas à ta valise. Parce que à un moment de fête, une montre de fête, bon, on te met sur le carreau. Donc, c'est des gens qui doivent se faire respecter. Très bien. Très bien. C'est bien noté. Merci beaucoup, M. Ouattara. Vous nous appelez donc de Bondoukou, M. Ouattara. Et puis, je vous propose de voir les actuels responsables, messieurs, de la direction technique nationale et des sélections nationales. Au niveau donc, de la direction technique nationale, elle est managée par Lounès Atab. Le directeur de la formation est Sébastien Bagnier. L'adjoint au directeur technique national est Alain Guamene. Le responsable des opérations de détection est Arsène Obrou. Au niveau de la sélection A, on a bien évidemment Aimé Sfaye. Au niveau de la sélection A', pour l'instant, il n'y a personne qui a été nommé à ce poste. Le dernier à y être était Romaric Kindri. Au niveau de la sélection U23 également, elle est non attribuée. La section U20 est managée par Younes Zerdouk. La section U17 est l'affaire de Diabaté Bassiriki. La section U16 est l'affaire du 16 Bougouyou. Et au niveau des sélections A féminines, on a Rénal Pedros qui manage l'équipe masculine et l'équipe plutôt féminine senior. Au niveau de la sélection U20 féminine, c'est Mathieu Esposito. Et au niveau de la sélection U17 féminine, c'est le même Mathieu Esposito. Voilà, responsable DTN et sélection. Bon, déjà, quelle appréciation vous faites à la place accordée Métiché aux techniciens locaux à ces postes de responsabilité? Moi, je pense que c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. C'est pour ça que, naïvement, j'ai pensé que quand celui qui était avant Younes, c'est Belali qui s'appelle, non? Celui qui est parti en catimini. Voilà, j'ai pensé qu'après lui, on aurait carrément nommé Alain Guamene. Alain Guamene, c'est parce qu'il est peut-être ivoirien qu'on le néglige, sinon c'est un cerveau qui est là au niveau de la formation. Et voilà, donc c'est une très bonne chose que de confier ces responsabilités-là aux Ivoiriens. Premièrement. Deuxièmement, là-dessus, je voudrais m'interroger. Ces garçons qu'on a, ces garçons et ces jeunes filles qu'on a, U16, U17, U20, U23, ce sont les futurs, les joueurs qui vont évoluer bientôt en équipe nationale A. On me dit que la DTN pour le moment n'a rien à faire dans nos discussions. La DTN pour le moment n'a rien à faire, mais c'est faux. La Côte d'Ivoire n'a pas un ADN au niveau du style de jeu. Mais ça, c'est le travail de la direction technique nationale. Voilà. C'est ça. On a l'impression que chaque sélectionneur qui prend une équipe, lui, il met en place son système de jeu, et puis les enfants, ils y vont. On les élimine sans qu'on ait rien vu d'eux. C'est ça. Oh, ils sont appelés à aller jouer en équipe nationale. Pour le moment, ceux qui sont en équipe nationale, là, ils ont été formés à l'extérieur. Ils ont été formés à l'extérieur. Mais ceux qui vont les suivre, ils sont ici. Il faut donc leur donner un ADN. C'est ça qui fait toute la différence. Je vous prends 2 ou 3 exemples rapidement. Rapidement. Oui. L'Allemagne a eu des difficultés de 1996 à 2014. La grande équipe d'Allemagne. L'équipe d'Allemagne était basée sur des joueurs physiques. Vous voyez des Brigel, vous voyez des gens ici. C'était des costauds. Oui. Ils n'ont rien remporté pendant cette période. Il a fallu qu'ils réfléchissent au niveau de la direction technique nationale. Ils sont allés chercher des joueurs fins, tant en défense, en milieu de terrain qu'en attaque. L'Espagne, c'est pareil. L'Espagne, c'est pareil. Ils ont décidé de garder la possession du ballon. Mais c'est réflexion de DTN. Et toutes les équipes en Espagne jouent comme ça. La Belgique, la Suisse. Mais c'est la DTN, c'est le travail de la DTN de chercher à imposer, un contenu
Pour les équipes nationales, Très bien. je n'ai pas encore vu ça. OK. Oui, Jean-Philippe. Concernant cette liste, Effectivement. je dénomme 5 Ivoiriens et 5 Français, pour ne pas dire 5 étrangers. Et je me rends compte qu'au niveau de la gestion technique nationale, les 2 fonctions les plus importantes sont assumées par des Français. Pour moi, ça dénote déjà qu'il y a un souci au niveau de, je ne vais pas parler de confiance, mais de la capacité des plus hauts cerveaux du football ivoirien à pouvoir assumer certaines fonctions. Ce n'est pas faute d'avoir essayé. Sous le dernier comité directeur de la Fédération ivoirienne de football, sous paix à son âme Sidi Diallo et Sori Diabaté, la direction technique nationale avait été confiée à des Ivoiriens. Malheureusement, pour certains, dans leurs explications, c'est parce qu'ils n'ont pas reçu suffisamment de moyens, qu'ils n'ont pas pu déployer, je dirais, leur stratégie. Et là, le président actuel arrive, Idriss Diallo. On sent qu'il a les moyens, puisqu'on le sent dans le déploiement des activités de la direction technique nationale. Et là, on met des non-ivoiriens à la tête. Moi, je n'ai pas de souci avec, tant qu'ils ont des connaissances. Maintenant, on espère que ceux qui sont derrière vont réussir tout simplement à bien apprendre auprès de ces derniers-là. Et ils vont après prendre la relève. Mais vous savez pour qui ils sont là? J'ai donné la réponse tout à l'heure. J'ai parlé d'environnement de travail. Ce sont des personnes qui ont évolué. C'est-à-dire qu'après leur formation, ils ont évolué comme on appelle, dans un environnement professionnel. Donc, ils ont toute la légitimité, toute la connaissance, toute l'expérience de pouvoir dire non, ici, c'est ce qu'il faut faire, il ne faut pas faire ça. Contrairement aux nôtres qui, quand ils ont fini leur formation, pour la plupart, n'ont pas eu à entraîner dans ces environnements-là qui allaient leur permettre aujourd'hui d'avoir cette grande légitimité pour pouvoir être à ces places-là. Et je rejoins Aimé Tchétché sur la nécessité, parce que chacun travail avait été fait à l'époque de Koni Tchekbe, où il avait été décidé que les équipes nationales devaient évoluer en 4-3-3. Et donc, il faut pousser cela encore plus loin pour que tactiquement, on sente véritablement dans le choix des entraîneurs des sélections, de jeunes surtout, que non seulement ce style-là est mis en place, mais il ne s'agit pas de mettre 4 défenseurs, 3 milieux et 3 attaquants. Il s'agit de pouvoir mettre un style de jeu, comme on appelle une approche tactique qui va se répéter au niveau des sélections de jeunes, ce qui va permettre une meilleure transition au niveau de l'équipe première. Très bien. Oui, coach Kwadjo Georges, par rapport à cette liste. Mais par rapport à cette liste, moi, je dis bien qu'une direction technique nationale doit revenir à un Ivoirien. Ça, c'est ma conception et je pense que depuis 1960 jusqu'à nos jours, si on n'a pas trouvé d'Ivoirien à être le directeur technique national, c'est qu'il y a problème. Il y a un gros problème. Et puis le directeur de la formation. Le directeur de la formation, celui qui va gérer toutes les formations des formateurs. Et donc, la direction technique nationale, il faut concevoir tout le programme de la formation de toutes les équipes. Alors, c'est culturel. L'Ivoirien pense comment? L'Ivoirien appréhende la vie comment? Ça, c'est très important. C'est rien que l'Ivoirien qui connaît ses parents ivoiriens, qui peut choisir, qui peut faire ceci, qui peut faire cela. Mais quand vous venez avec Lounès, moi, je ne le connais pas très bien, mais je sais qu'il est bien formé, il a toute la formation académique en Europe, mais est-ce que lui, il a déjà mangé à Tchéké avant de venir ici? Il sait comment l'Ivoirien réfléchit, il sait comment l'Ivoirien vit dans son fort intérieur, comment on va chercher les enfants dans les ghettos, comment ils vivent. Non. Et ça, c'est culturel, c'est nous qui le savons. C'est l'Ivoirien qui sait comment est-ce qu'il faut prendre son protégé afin qu'il puisse donner le meilleur de lui-même. Mais vous venez avec des gens, des fois même, nous avons un langage. À un moment donné, quand moi je joue avec, il y a un langage ivoirien, le argot ivoirien, qu'on peut parler à nos enfants qui comprennent rapidement. Lui, il ne comprend pas. Tu lui dis, fais fuis l'adversaire, fais fuir le ballon, mais il ne sait pas. Mais il y a des termes, quand tu lui dis, ah bon, c'est ça, coach, il s'en va. Donc, c'est important qu'il y ait le national qui connaisse sa chose, sa culture, les petits détails qui puissent apporter à son frère ivoirien. Mais si on se met à dire, voilà, qu'il faut toujours
Bon, il y a je ne veux pas être désobligeant. Il y a des mots que je ne peux pas dire, mais il faut toujours des gens qui arrivent de l'extérieur pour pouvoir venir. Et demain, quand il n'y aura plus d'argent, ils vont chercher, connaître quelque part. Bon, il y a telle personne qui est ici. C'est quand on n'a plus rien dans l'assiette qu'on regarde localement. Qu'on regarde le local. Et quand il y a quelque chose, non, lui, il ne peut pas. Bon, on va trouver tous les termes pour nous extraire de là. Donc, pour moi, il faut qu'il y ait un national. En tant que directeur technique, le directeur de la formation, il peut être étranger, il n'y a pas de souci. Parce que lui, il va venir donner la formation. Le directeur technique, il est sous le directeur technique. Ils vont parler, ils vont échanger afin qu'il fasse ce que nous demandons. Mais le directeur technique, il doit être ivoirien. Très bien. En tout cas, quelques entraîneurs ivoiriens se sont expatriés cette saison. Et on regarde la liste. La liste, oui. Amani Yao César Lambert de l'ASCO de Kara au Togo, François Mongueï qui est à l'entente 2 de Lomé au Togo, Kone Yaya qui est avec l'AS Douanes du Burkina Faso, Alain Yoncian parti au Mali du côté de l'US Bougouni, Aka Jean-Baptiste à l'Étoile du Mandé au Mali, on a Boudo Mori qui vient d'être démis de ses fonctions d'entraîneur du Djoliba AC du Mali et Diaby Almami qui est l'ancien entraîneur du 15 de Agosto du côté de la Guinée équatoriale. Monsieur Diaby n'est pas sur place. Voilà. Oui, coach Kwadjo Georges, les compétences des entraîneurs ivoiriens, justement, est-ce qu'elles sont vraiment sollicitées à l'extérieur? On a vu déjà une petite liste. Oui, il y a une liste qui est là. Ça veut dire que quand même, c'est des gens qui apportent. Ils sont restés longtemps. Vous avez Amani Yao, mais je ne vois pas l'autre... Bon. Barracuda? Non. Ben, ça va me revenir, qui est aussi à Lomé. D'accord. Ça m'échappe. Ouais, ça reviendra plus tard. Mais on est exportable. On a des entraîneurs qui ont beaucoup apporté. Même, comment il s'appelle, l'entraîneur qui vient d'arriver à l'Africa, Maxime, il a été au Burkina, il a travaillé à l'époque au Burkina. Donc, chaque fois, les gens sollicitent des Ivoiriens. Ça veut dire que quand même, on a de la marchandise exportable ici en Côte d'Ivoire. Et puis, ils ont eu aussi de très bons résultats à l'extérieur. C'est ça. En tout cas, le public sportif ivoirien a répondu à la question LGT. On l'écoute. Pour moi, les entraîneurs locaux, ils ont besoin des conditions d'abord. Quand on parle de conditions, on parle de l'accompagnement, on parle aussi des moyens financiers. Vous voyez, parce que s'il n'y a pas d'accompagnement, s'il n'y a pas de confiance, s'il n'y a pas de moyens financiers aussi, ça ne sert à rien. Je pense qu'il leur faut une bonne formation et il faut faire du benchmaking. Il faut savoir copier le concurrent. Nos concurrents, on va parler des entraîneurs européens, voir ce qu'ils proposent, observer, donner les clés aux différents entraîneurs qu'on a en Côte d'Ivoire ici, les responsabiliser et attendre les résultats. Si les résultats sont bons, c'est OK. Si ce n'est pas bon, on continue de tenter parce que qui ne tente rien n'a rien. Je pense qu'il faut laisser les présidents, par exemple, faire le choix de leurs joueurs. C'est eux qui détectent les meilleurs joueurs. Donc en laissant un peu le plein pouvoir aux entraîneurs, je pense qu'on aura certains entraîneurs que la fédération aussi pourra détecter, si possible, les envoyer en Europe, se faire bien former et revenir maintenant servir le pays. C'est vrai qu'on a remarqué qu'on a des expatriés, mais les résultats ne sont pas tout le temps espérés. Ce n'est pas ce qu'on souhaite. Alors que si on prend des locaux, je pense qu'en leur donnant plus la chance, ils connaissent mieux l'environnement du pays. Ça va plus permettre à nos joueurs également de facilement s'acclimater aux entraîneurs locaux. Aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup de jeunes équipes qui montent et on voit qu'il y a du talent, mais les entraîneurs ont un peu la main coincée parce qu'ils ne savent pas, il faut prendre mon bon petit, et c'est un peu compliqué. Il faut qu'ils aient le libre choix de former leur équipe. Il faut les mettre aussi à l'aise. Il faut qu'ils vivent bien parce que quelqu'un qui n'est pas trop à l'aise avec son métier, c'est un peu compliqué. Et il peut bafouer un peu les entraînements. S'il doit marcher à Bobo pour venir à Cocody, c'est un peu compliqué. Donc il faut les mettre à l'aise, il faut qu'ils soient un peu bien payés. Et puis il faut aussi un suivi pour les entraîneurs.
Voilà, football ivoirien, que faut-il aux entraîneurs locaux pour passer le cap? C'était donc la question LGT de ce soir. Un mot pour la conclusion sur ce sujet, Jean-Philippe. Mais écoutez, je pense que tout a été dit autour de cette question. On a parlé des axes de développement des entraîneurs locaux à travers la formation, qui doit être continue et soutenue. On a parlé également de leur environnement de travail. Il faudrait que, sur le plan local, la fédération, l'État de Côte d'Ivoire fasse en sorte qu'il y ait une amélioration des conditions de travail à travers la professionnalisation effective des entités sportives. Ouais. Et puis également, on a parlé de la rémunération qui viendra du fait de ces entraîneurs-là, de la considération qu'ils doivent avoir. Et puis, on a bouclé avec la direction technique nationale où le souhait serait que ce cerveau du développement de toute activité sportive sur le plan local soit dirigé par un local qui connaît mieux les réalités. Voilà en somme les propositions qui sont faites pour l'amélioration des conditions des entraîneurs qui va indubitablement changer également la donne au niveau du football local. Merci bien Jean-Philippe. Oui, Ahmed Tchétché. Oui, alors pour les entraîneurs, je dirais qu'il faut que la fédération fasse l'effort de les protéger au maximum. Parce qu'un entraîneur qui signe aujourd'hui pour 2 ans et au bout de 3-4 mois, au bout de 3-4 matchs, donc ça veut dire un mois et demi, il est limogé. Comment il fait pour vivre puisqu'on ne lui paye pas la totalité des 2 ans de signature qu'il a posé? C'est ça, ça doit être un combat. Mais je suis sûr qu'il y a des oreilles attentives au niveau de la fédération pour écouter ce que nous disons. Très bien. Voilà. Merci. Coach Kwadjo Georges. Mais je pense que, moi je l'ai dit, mon souhait c'est qu'il y ait un Ivoirien qui prenne la tête de la direction technique nationale et puis avoir un directeur de formation qui peut arriver de partout. Ils vont unir leurs forces pour pouvoir donner vraiment de la formation aux entraîneurs. Il faut aussi que les entraîneurs qu'ils sortent peut-être des préparations un peu à la hâte pour qu'ils soient dans un staff assez structuré, scientifique, permettant d'avoir une équipe de collaborateurs pour avoir de très bons résultats. C'est important. Et puis, il faut aussi, comme on l'a dit sur le plan salarial, il faudrait qu'il y ait quelque chose de substantiel qui permette à l'entraîneur de pouvoir vivre, de pouvoir faire son travail. Aussi, il faut empêcher que les gens, qu'il y ait partout, il y a des présidents très forts qui briment certains entraîneurs, qui font la loi, mais il faut que l'entraîneur aussi sache se défendre sans être agressif avec son président, mais savoir mener son combat en interne. La personnalité. Avoir de la personnalité, à pouvoir expliquer ses besoins afin qu'il puisse s'entendre avec son président. Merci beaucoup, messieurs. Merci, coach Kwadjo Georges. Merci, Jean-Philippe. Merci, Ahmed Tchétché. Merci à vous, amoureux du sport. C'est la fin de la grande team pour ce soir. On se retrouve demain en direct, 20h30. D'ici là, prenez soin de vous. Et n'oubliez pas, faites toujours du sport.